Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que ça fait quand même un sacré moment que j'ai rien posté et je suis vraiment navré, mais j'ai été très pris par mon côté personnel et mon côté professionnel. Et également, je cherchais un concept en fait, puisque tester du matériel c'est bien, tester des liquides c'est bien également, mais ça en fait tout le monde le fait, tous les reviewers français et autres le font. Et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et pour moi, en fait, qui suis quand même un homme plutôt de science, je vais essayer de faire rentrer la science dans une passion qu'on a en commun, donc ça sera la vape. Et aujourd'hui, on va commencer simplement par une vidéo sur l'équivalence de résistance. On va commencer par les montages en série parallèles, et on passera ensuite sur une deuxième partie un peu plus complexe avec des fils qui sont montés en Clapton ou en Fuse Clapton ou autre montage comme, un peu exotique comme ceci. Après, voilà, j'ai d'autres idées. Ça peut être la gestion de la pression de l'air, ça peut être la dépression de l'air en termes du tank, ça peut être la capillarité, ça peut être le volume, ça peut être pas mal de choses, ou l'induction de courant, ou directement également la partie régulation de courant dans les box électroniques, pourquoi pas. Ça peut être là-dessus également. Je me suis dit que ça pouvait être, c'est vraiment un truc nouveau que je connaissais pas jusqu'à maintenant, et j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, j'espère être le plus simple à comprendre. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires là, si vous ne comprenez pas certaines choses. J'essaierai de trouver du temps pour vous répondre, mais normalement, ça devrait aller un peu mieux maintenant. Alors, j'espère que ça va. Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire parler de vous. Et surtout, à abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bon, j'en ai marre de faire mon racolage, j'aime pas trop ça. Et on va commencer tout de suite par la vidéo. On va passer tout de suite en gros plan juste en dessous ici. Et on va essayer de voir avec des petits schémas comment ça fonctionne. Ces équivalences de résistance. Alors, quand je parle de facilité pour l'instant, on va commencer par des résistances équivalentes. Et tout d'abord, on va commencer vraiment bêtement et simplement sur les résistances et équivalences en série. Alors en fait, simplement, ça veut dire qu'ici, vous avez votre plus, un fil, une résistance. Voilà. Là, vous avez R1, et là, vous avez R2. Ici, c'est le moins, bien évidemment. Et donc là, la résistance d'équivalence, c'est égal à R1 plus R2. Donc si on prend une résistance de 1 ohm de chaque côté, ça vous fera une résistance d'équivalence de 1 plus 1. Et donc ça vous fera une résistance d'équivalence de 2 ohms. Bon, jusque là ça va, c'est pas compliqué. Et si vous en mettez 3, 4, 10, bah simplement vous additionnez à chaque fois la résistance pour obtenir l'équivalence. Maintenant là où ça commence à se compliquer, c'est quand on va commencer à parler de résistance en parallèle. Alors vous avez toujours votre plus, bien évidemment. Ici, ça vient là. Et là vous avez une résistance ici. Et une résistance là. Donc R1 et R2. Donc si on prend R1 égale 1 ohm et R2 égale 1 ohm, bah là, je vous entends déjà. Attendez, je tends l'oreille. Ouais, je vous entends déjà. Donc là, les résistances équivalentes, vous allez me dire, oui, bah c'est facile, bah c'est 0,5 ohm, donc 1 demi ohm. Alors, oui, c'est facile, mais il y a une formule pour ça. Et la formule, en fait, c'est R1 qui multiplie R2 divisé par R1 plus R2. Alors effectivement, si on prend des résistances de 1 ohm, vous allez vite comprendre que ça fait 1 fois 1. Attention, c'est compliqué. Ouais, ça fait 1. Sur 1 plus 1. Et là, ça vous fait 2. Donc effectivement, ça vous fait 1 demi-ohm. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, si vous prenez des résistances de merde chinoises, hein, typiquement sur des résistances pas comme celles-là sont plutôt de bonne qualité, mais il y en a d'autres, sur des résistances vraiment de pacotille, où vous aurez à peu près, on va dire, il y en a une qui fera peut-être, allez, on va grossir un peu les choses, 1,1 et l'autre elle fait 0,9. Donc là, en gros, là, ça se complique. Là, vous pouvez plus me dire, ah mais ça fait à peu près 0,5. Eh ben non, 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 je suis désolé, moi ça fait 1,1 fois 0,9, ça nous fait 0,99 qui multiplie, enfin divisé par 2. Par 2. Ouais, puisque ça fait toujours 2.
Il n'y a pas de problème là-dessus, on est d'accord. Et là, ça nous fera donc 0,49. Alors oui, effectivement, c'est quasiment pareil. Entre 0,5 et 0,49, c'est quasiment la même chose. Mais voilà, il faut savoir qu'il peut y avoir quand même des petites différences, et pour le coup, c'est quand même, il faut le savoir. Euh, Effectivement, c'est vrai qu'au niveau de la vape, au niveau de la puissance, que vous soyez à 0,49 ohms ou 0,50 ohms, ça changera pas des masses. Franchement, ça ne vous changera pas la vie non plus. C'est pas voilà. Par contre, là où ça commence à se compliquer, c'est pour certains drippers, par exemple, qui ont un montage triple coil. Oui, oui, ça existe, oui, oui. J'en ai pour l'instant, je n'ai pas testé, mais bon. Donc là, on a R1, R2 et, j'espère que vous suivez, R3. Si on prend des résistances de 1 ohm à chaque fois, bah, ça nous fait toujours pareil. Donc, hop là, R1 fois R2 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. Et ça nous fera un tiers. Bon, ça, c'est pas bien compliqué non plus. C'est 1 divisé par 3. Ok, bah en fait, c'est comme. C'est juste que si vous avez des résistances de pacotille, bah, c'est juste que vous aurez ce genre de calcul également et vous obtiendrez pas forcément les mêmes valeurs. Alors, pourquoi le dual coil? En fait, simplement, ça permet d'abaisser bah, directement la puissance, enfin, d'abaisser, pardon, la valeur ohmique d'une résistance, et surtout, ça permet du coup de monter la puissance. Alors, le problème, en fait, avec les résistances en parallèle, c'est que si on prend l'équivalent, comme ceci, de 3 résistances en parallèle, comme là, qui font chacune 1 ohm, voilà. Donc là, ici, on a notre batterie. Ok. Donc c'est simple, en fait. Si ici, on mesure les volts, on a 4,2 volts. En fait, quand on a 4,2 volts à cet endroit-là, en fait, on aura 4,2 volts directement aux bornes de chaque résistance. Et ça, vous pouvez le comprendre facilement. Par contre, dans l'autre sens, il y a un courant induit, qu'on va appeler I, et qui lui s'exprime en ampères. Et en fait, à cet endroit-là, le I, il arrive ici, puisqu'il va dans l'autre sens, ouais. Il est un peu chiant, lui. Et en fait, il se divise en 3 parties. Donc typiquement, si vous avez une résistance équivalente, enfin une résistance de même valeur, théoriquement, hein, puisque ne le sont jamais vraiment, en fait, simplement, le courant, il sera divisé en 1 tiers ici, 1 tiers de I, 1 tiers de I également à cet endroit-là, et 1 tiers de I, encore une fois. Donc en gros, si vous avez 30 ampères qui partent dans ce sens-là, vous aurez 10 ampères, 10 ampères et 10 ampères. Bon, jusque-là, ça va, et en fait, c'est justement à cause de ça et de l'équilibre de la loi d'Ohm qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait le courant, lui, était divisé en chacune des résistances. En revanche, pour les montages des résistances en série, en fait, si elles sont de manière équivalente, la tension aux bornes des résistances, comme ceci, donc la différence entre le plus et le moins au cul de la résistance, il sera divisé par 2. Donc ici, vous aurez 2,1 volts si vous prenez ici du 4,2. Si vous prenez du 4,2 entre le plus et le moins, à la borne, enfin aux bornes de la résistance R1, vous aurez 2,1 volts. Et aux bornes de la résistance R2, vous aurez également 2,1 volts. Et le I, en fait, lui, va traverser simplement les résistances. Il sera équivalent aux 2 résistances à tout point du circuit. J'espère que c'est clair. En fait, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des résistances en série, la tension aux bornes des résistances est divisée en fonction de la valeur des résistances. Si elles sont équivalentes, c'est simplement divisé par 2, mais on conserve l'intensité du courant, donc les ampères, au travers chaque résistance. Ça, c'est pas compliqué. Alors qu'un montage en parallèle, en fait, c'est l'inverse. Si on a 4,2 volts aux bornes des résistances, en borne de la sortie, aux bornes de chaque résistance, vous aurez 4,2 volts. Mais, par contre, là où ça change, c'est que le courant induit, donc l'intensité du courant en ampères, lui, sera divisé en fonction des 3 résistances. Tout simplement. Voilà, alors j'espère que ça a été clair et que c'est suffisamment correct. Typiquement,
On s'est aperçu lors d'un montage avec un dripper, par exemple en double coil ou un atomiseur, peu importe, qu'en fait, quand on le montait en double coil, il fallait monter plus les watts. C'est normal, c'est pour augmenter ici l'intensité du courant, les ampères. Les volts, eux, ils changeront pas. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des box vous indiqueront les voltages qui sera donné à la sortie entre le pôle positif et le pôle négatif. Et certaines box donnent les ampères, et ça pour le coup c'est quand même plutôt pas mal. C'est vraiment intéressant de savoir que dans une résistance quand même qui est dans un atomiseur, il y a quand même pas loin de 15 à 20 ampères, voire plus, qui peuvent passer, en fonction de la résistance, et on verra ça tout à l'heure, en fonction du nombre de fils, etc. qui peuvent passer, et du coup c'est vrai que ça représente quand même pas mal. Petite barre avant de commencer la deuxième partie, c'est parti. Ce que je voulais mettre en avant dans un premier temps, dans la deuxième partie, c'est là on va rester sur du NI80, parce que c'est vraiment un fil qui est très bien, qu'on trouve couramment et qu'on trouve vraiment très fréquemment. Alors, typiquement, là on est sur du 24 gauge, donc du 0,5 mm, et là pour 1 mètre de fil, on a 5,31 ohms de résistance. Maintenant on passe sur du 30 gauge, donc savoir que plus c'est gros ici et plus le fil est fin, donc là on est sur du 0,25 mm, et là, pour 1 mètre de fil, on est à 21,34 ohms, donc on est quand même vraiment beaucoup plus haut. Ici, on est sur du 40 gauge, donc du 80 micromètres, oui, c'est ça, donc 0,08 mm. Et là, pour 1 mètre de fil, on est à 216 ohms,85, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, pourquoi j'ai pris ces valeurs-là? Simplement parce que le Nichrome 80 en 24 gauge, il est là. Et là, en fait, c'est les deux valeurs des fils qui sont à l'intérieur. Donc, les deux armes, en 30 gauge et un wrap en 40 gauge. Donc, c'est un petit MTL Fuse Clapton. Comme ceci. Donc, c'est vraiment une résistance qu'on utilise fréquemment dans n'importe quel montage type MTL. Donc, une fois rodé, stabilisé, etc., il nous donnera une résistance finale à environ 0,80 ohms. C'est à peu près ce qui est donné par le fabricant. Maintenant, j'en ai d'autres modèles, typiquement, j'ai celle-ci qui est du 0,31, et là on arrive sur du 3x28, donc c'est quand même pas beaucoup plus gros que ça, mais il y en a 3 au lieu de 2, et un wrap, lui, en 38 gauge, en 36 gauge, pardon, donc c'est écrit tout petit, et ce qui nous fera là une résistance stabilisée à 0,31 ohms, et on peut voir déjà que la taille est pas tout à fait la même. S'il y en a bien une qui veut sortir. Voilà. J'ai dit une. Allez les filles, on retourne dans la boîte. Et là, typiquement, si on doit les comparer, c'est quand même assez flagrant la différence de taille. Donc ça, typiquement, ça c'est les résistances que j'installe assez régulièrement dans mes drippers, par exemple. Mais après, j'en ai d'autres comme ceci, pour illustrer surtout. Parce que là, on est toujours à 0,31 ohms. Mais là, par contre, on est sur un multistrand fuse de Clapton. Donc là, ça commence à être vraiment un nom compliqué. Et là, dedans, on a 2x28 gauge, alors que là, on avait 3x28 et 9x38. Alors là, en fait, on avait un enrobage de 36, et bien là, on a 9 fils de 38 à l'intérieur, et avec un enrobage, lui, de 36 gauge, donc le même que ça. Donc ça donne des résistances assez énormes, et là, les calculs, je vous raconte même pas la complexité que ça donne. Ça me donne déjà mal à la tête, rien que d'y penser. Voilà. Par contre, c'est des résistances qui marchent vraiment super bien. Et à l'intérieur, en fait, là, il y a quand même 11 fils à l'intérieur, plus un fil de wrap, c'est quand même énorme. C'est quand même vraiment très très complexe, et sincèrement, je ne m'amuserai pas à les refaire moi-même, celle-là, vous comprendrez assez aisément pourquoi. Donc ce que je voulais en venir, là où je voulais en venir, pardon, c'est en fait, là j'ai utilisé un site qui s'appelle, la page s'appelle Wire Wizard, mais sinon c'est le site Steam Engine, pardon. Et pour le coup, en fait, j'ai choisi j'ai fait des captures d'écran. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour le site. C'est quand même plus sympa de les citer quand même, c'est la moindre des choses. Et en fait, vous allez voir que le TCR et la précision du TC, en fait, le TCR, lui, ne change pas. Parce que lui, il est en fonction du matériau, donc du NI80 par exemple. On reviendra dessus une autre fois sur cette notion de TCR. Et pour le coup, en fait, vous allez voir que dans les deux tableaux, en fait, il y a la TC précision qui est quand même divisée quasiment par 2. Je veux dire par là, c'est que en fait, les gens qui font du contrôle de température avec un Fuse Clapton ou même un Clapton tout simple, non, franchement, ça peut pas marcher, quoi. Même si vous êtes en stainless steel ou en NI200, non, ça peut pas marcher. C'est comme ça.
pour moi, faire du contrôle température, ça se fait sur du fil simple, un peu à ces styles-là, mais en version acier inoxydable ou Ni200. Voilà. Également, ce qu'on peut voir, il y a un truc qui change énormément, en fait, c'est le heat flux, donc ce qu'ils appellent heat flux per watt. En gros, c'est la transmission calorifique qui sera dissipée avec 1 watt. Enfin, qui sera transmise avec 1 watt. Donc en gros, là, on passe de 20 milliwatts à 1,95 milliwatts par millimètre carré. Donc en gros, c'est pour ça que les fils de Clapton, c'est ça qui relate l'effet diesel des fils Clapton. Et la capacité de chauffe également, on peut voir que directement, on peut monter quand même beaucoup plus haut en température avec un Clapton qu'avec un fil simple. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de ne pas faire trop compliqué. Surtout, vous me dites si vous voulez qu'on pousse encore un peu plus les détails du côté scientifique, qu'on aille encore plus loin. Ou si vraiment, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour pas trop vous prendre la tête avec ça. Voilà, donc... Ah oui, si, petit détail encore, c'est que, en fait, pourquoi j'ai parlé des fuses Clapton? Bah simplement parce que c'est des résistances montées en parallèle comme ceci, en fait. Hein. C'est ça, du fuse Clapton. Là, vous avez une âme, 2 âmes, et l'enrobage qui est ici. Sauf que là, on n'a pas 1 et 1, c'est pas comme ça. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça non plus, parce qu'il y a un autre phénomène qui vient en ligne de compte. Il y a également le phénomène d'inductance avec le bobinage du wrap autour, et ça, pour le coup, il n'est pas forcément négligeable, mais voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important dans la vape. Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, en termes de résistance équivalente, c'est pour ça que ça permet d'avoir des résistances plus basses qu'avec des résistances pas en série, mais en fil simple. Et surtout, ça permet d'avoir une surface de dissipation qui est quand même nettement supérieure par rapport à un fil simple. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et vous avoir expliqué pourquoi un Clapton a un effet diesel comme ça par rapport à un fil simple et pourquoi il y a besoin de plus de courant quand on monte en dual coil. Voilà. Et également le sens du courant, c'est pour ça qu'il y a toujours un côté du coil qui se rôde en premier quand on fait les premiers rodages. Et qu'après ça va beaucoup mieux, parce qu'après c'est l'assemblage des molécules. Après c'est autre chose, on va rentrer dans un autre domaine, on verra ça peut-être une autre fois si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau type de vidéo vous a plu, et écoutez, moi il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et à bientôt pour la prochaine. RenderForce.com